History Secrets. Pendant longtemps, les meilleures universités du monde n'étaient pas là où beaucoup l'imaginent. Elles n'étaient pas aux États-Unis. À la fin du XIXe siècle, le centre du savoir mondial se trouvait en Allemagne. C'est là que se concentraient les plus grandes avancées scientifiques, les chercheurs les plus respectés et la majorité des futurs lauréats du prix Nobel. La France venait juste derrière, suivie du Royaume-Uni. L'Amérique, dans ce scénario, n'existait pratiquement pas sur la carte académique. Mais quelque chose a commencé à changer. Les États-Unis ont commencé à investir de manière agressive dans les universités de recherche. Ils ont créé des structures inédites, augmenté les financements et commencé à attirer des talents internationaux. Et puis, un événement décisif est arrivé. La Seconde Guerre mondiale. À la fin du conflit, les États-Unis n'ont pas seulement émergé comme une puissance économique et militaire, mais ils ont également commencé à absorber une quantité massive de scientifiques européens, en particulier allemands. Ce mouvement a déplacé l'axe du savoir mondial. Progressivement, les meilleures universités du monde ont commencé à se trouver sur le sol américain. Harvard, Yale, Princeton. Des institutions qui ne produisaient pas seulement du savoir, mais qui commençaient à définir les critères de pouvoir au sein de la société. Avec cette croissance, quelque chose semblait inévitable. Si davantage de personnes avaient accès à l'enseignement supérieur, la société deviendrait plus égalitaire. Mais c'est exactement l'inverse qui s'est produit. En 1940, seulement environ 5% des hommes aux États-Unis fréquentaient l'université. Aujourd'hui, ce chiffre dépasse 35%, une progression impressionnante. Cependant, au lieu de réduire les inégalités, cette augmentation a coïncidé avec une croissance significative des disparités économiques. Le coefficient de Gini qui mesure les inégalités de revenus a fortement augmenté au cours des dernières décennies. Les États-Unis figurent désormais parmi les sociétés les plus inégalitaires du monde. Et cela soulève une question inévitable. Comment une nation plus éduquée est-elle devenue aussi plus inégalitaire? La réponse ne se trouve pas seulement dans l'économie. Elle se trouve dans la structure invisible qui organise l'accès au pouvoir. Un autre indicateur révèle un phénomène encore plus inquiétant. La mobilité sociale. Dans les années 1940, la majorité des personnes vivaient mieux que leurs parents. Il existait un sentiment de progrès continu, l'idée que chaque génération avançait un peu plus. Mais ce schéma a commencé à disparaître. Aujourd'hui, une grande partie de la population ne dépasse plus la génération précédente. La croissance économique continue et ses bénéfices ne sont pas répartis de manière équilibrée. La richesse se concentre. Et elle se concentre de manière extrême. Aux États-Unis, une part significative de la richesse totale est détenue par le 1% le plus riche. Cela signifie que, même si le pays s'enrichit, cette croissance n'atteint pas la majorité des gens. En parallèle, un autre phénomène s'intensifie. Le coût de l'éducation. Les universités, en particulier celles d'élite, sont devenues de plus en plus chères. L'accès à l'enseignement supérieur dépend désormais non seulement du mérite, mais aussi de la capacité financière, directe ou indirecte. Et cela a entraîné une conséquence silencieuse, mais dévastatrice. L'endettement étudiant. Aux États-Unis, la dette étudiante est devenue l'un des plus grands fardeaux économiques pour les jeunes. Contrairement à d'autres types de dettes, elle ne peut pas être effacée par une faillite. Elle accompagne l'individu toute sa vie. Et, dans de nombreux cas, elle dépasse les générations. Ce contexte crée une pression psychologique intense et commence à se refléter dans un autre indicateur préoccupant. La santé mentale. Curieusement, des études montrent que les étudiants issus des classes moyennes et aisées présentent des taux de dépression plus élevés que ceux issus de milieux à faible revenu. Une interprétation possible est que le système n'exige pas seulement des performances, mais impose une identité basée exclusivement sur le succès. Et lorsque ce succès échoue, l'impact est profond. Face à ce contexte, une question fondamentale émerge. Qu'est-ce qui a exactement créé ce système? La réponse remonte à deux figures centrales. James B. Conant et Harry Chauncey. Conant, président de Harvard pendant des décennies, a été l'un des principaux responsables de la transformation de l'université en une puissance mondiale. Il a introduit l'utilisation de tests standardisés, comme le SAT, avec l'objectif déclaré d'identifier les talents à travers tout le pays. L'idée semblait méritocratique. Sélectionner les meilleurs, indépendamment de leur origine. Mais il y avait un détail structurel. Le système a été conçu au sein de Harvard. Et, inévitablement,
il a commencé à refléter les intérêts de Harvard. Harry Chauncey, quant à lui, a poussé cette logique encore plus loin, en jouant un rôle central dans la création de l'Educational Testing Service, ES. Il a étendu le modèle d'évaluation standardisé à l'ensemble du pays. SAT, TOEFL, GRE. Des tests qui définissent aujourd'hui l'accès aux principales institutions du monde. Ensemble, ces deux hommes ont contribué à consolider ce que nous appelons aujourd'hui la méritocratie moderne. Un système qui promet l'égalité des chances, mais qui, dans la pratique, réorganise l'accès au pouvoir. Et les résultats sont évidents. En 1940, environ 90% des candidats étaient acceptés à Harvard. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à environ 5%. L'accès est devenu extrêmement sélectif. Et, en même temps, extrêmement puissant. Le fonds de dotation de Harvard dépasse des dizaines de milliards de dollars. Une richesse comparable à celle de nombreux pays. Et cette richesse n'est pas seulement financière. Elle se traduit en influence. Les diplômés de ces institutions dominent des positions clés dans la société. Politique, économie, académie, justice. L'élite américaine en grande partie passe par ces universités. Et, souvent, elle ne s'en rend même pas compte. Il existe une déconnexion curieuse. Lorsqu'on les interroge, de nombreux membres de ces élites ne reconnaissent pas leur propre domination. Ils croient occuper ces positions par mérite individuel, sans percevoir la structure collective qui soutient ce schéma. Cela soulève une hypothèse importante. Le pouvoir le plus efficace n'est pas celui qui s'impose de manière explicite. C'est celui qui devient invisible pour ceux qui l'exercent. Mais l'accès à ces universités n'est pas le seul facteur. Il existe un second niveau, plus discret, plus exclusif. Au sein de ces institutions, il existe des clubs sociaux et des sociétés qui fonctionnent comme des réseaux d'influence. À Yale, par exemple, il existe la célèbre Skull and Bones, une société souvent associée à des figures de grands pouvoirs politiques et économiques. À Princeton, des clubs comme l'Ivy Club jouent un rôle similaire. Ces espaces ne sont pas seulement sociaux. Ils fonctionnent comme des environnements de connexion stratégique. Et, dans de nombreux cas, ils façonnent des trajectoires de pouvoir. Un exemple emblématique s'est produit lors de l'élection présidentielle de 2004. George W. Bush et John Kerry. Tous deux candidats. Tous deux membres de la même société secrète à Yale. Ce type de coïncidence soulève des questions. Dans quelle mesure le système politique est-il réellement compétitif? Ou dans quelle mesure fonctionne-t-il au sein d'un cercle fermé? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Mais elles indiquent que le concept de méritocratie peut être plus complexe qu'il n'y paraît. Et peut-être plus structuré que nous ne l'imaginons. Il existe un moment où un système cesse d'être simplement efficace et commence à devenir autoréférentiel. Autrement dit, il ne se contente plus de sélectionner les meilleurs. Il commence à se reproduire lui-même. Aux États-Unis, ce phénomène peut être observé clairement lorsque l'on analyse qui occupe les positions de pouvoir. Une étude publiée dans la revue Unnaturere a examiné l'origine éducative de l'élite américaine. Les résultats ont été cohérents. Une part disproportionnée de ces positions est occupée par des diplômés d'un groupe très spécifique d'universités. Harvard, Yale, Princeton, MIT, Stanford. La soi-disant élite académique. Mais le fait le plus intrigant n'est pas seulement la concentration. C'est la perception. Lorsque des membres de ces institutions ont été interrogés sur le nombre de leurs collègues issus de ces universités, la majorité a fortement sous-estimé ce chiffre. Autrement dit, ils ne reconnaissent pas leur propre concentration de pouvoir. Cela suggère quelque chose de plus profond. Un système qui se naturalise, qui devient invisible. Et, précisément pour cette raison, difficile à remettre en question. Cette structure ne définit pas seulement qui monte. Elle influence également la manière dont les décisions sont prises. Un exemple clair peut être observé lors de la crise financière de 2008. À ce moment-là, le système économique américain est entré en crise. Des banques ont fait faillite. Des millions de personnes ont perdu leur logement. Et le gouvernement a dû agir rapidement. Mais qui a pris ces décisions? En grande partie, des individus formés dans les mêmes institutions. Larry Summers, ancien président de Harvard. Timothy Geithner, diplômé de Dartmouth. Tous deux fortement liés à Wall Street. Ils ont dirigé la réponse économique du gouvernement. Et ont choisi une stratégie spécifique. Sauver les banques. La justification était de protéger l'économie dans son ensemble. Mais cette décision a suscité une critique inévitable. Si les banques ont été sauvées, pourquoi les citoyens ordinaires n'ont-ils pas reçu le même niveau de soutien?
La réponse impliquait un concept connu sous le nom de risque moral. L'idée que, si les individus ne subissent pas les conséquences de leurs erreurs, ils auront tendance à les répéter. Curieusement, cet argument a été appliqué de manière sélective. Les institutions financières ont été sauvées. Les individus ordinaires, dans une large mesure, ne l'ont pas été. Cela a créé un sentiment d'injustice. Et ce sentiment n'a pas disparu. Il s'est accumulé. Quelques années plus tard, ce sentiment s'est manifesté sur le plan politique. Barack Obama a été élu avec la promesse de changement. Il représentait pour beaucoup la possibilité d'une rupture avec le système. Mais son équipe économique était composée de membres issus du même cercle institutionnel. Cela a généré une perception de continuité et non de transformation. Et, au fil du temps, cette frustration a trouvé un autre canal. Donald Trump. Son ascension ne peut pas être comprise uniquement comme un phénomène isolé. Elle peut être interprétée comme une réaction. Une réponse au sentiment que le système était fermé. Que les règles du jeu favorisaient toujours les mêmes. Et que la méritocratie, en pratique, n'était pas aussi ouverte qu'elle semblait l'être. Cette interprétation n'est pas absolue. Mais elle aide à comprendre la dynamique de polarisation qui s'est intensifiée ces dernières années. Parallèlement à ce contexte politique, il existe une dimension moins visible. La dimension psychologique. Le système méritocratique n'organise pas seulement les opportunités. Il façonne les comportements. Et, dans de nombreux cas, les identités. Dans ce modèle, le succès devient le principal critère de valeur. Notes, performances, résultats. Tout est mesuré. Et cela modifie profondément la relation avec l'apprentissage. Autrefois, l'échec était considéré comme faisant partie du processus, une étape nécessaire au développement. Aujourd'hui, il est évité à tout prix, car échouer peut signifier perdre sa place dans le système. Cela génère un effet secondaire important. La réduction de l'expérimentation. Sans espace pour l'erreur, il n'y a pas d'espace pour la découverte. Sans découverte, l'apprentissage devient superficiel et orienté uniquement vers des résultats immédiats. En outre, le temps individuel est également affecté. La routine d'un étudiant moderne est hautement structurée. École, devoirs, activités extrascolaires. Chaque minute est planifiée. Cela réduit drastiquement l'espace pour la réflexion, pour penser sans objectif immédiat, pour explorer des idées sans pression de performance. Et cette absence de réflexion compromet une compétence essentielle. La capacité d'apprendre de manière autonome. Sans cette capacité, l'individu devient dépendant du système. Il apprend ce qui est nécessaire pour avancer. Mais, pas nécessairement pour comprendre. Un autre effet important est la transformation de la motivation. L'apprentissage cesse d'être une fin en soi et devient un moyen. Un moyen d'atteindre le statut, la reconnaissance, le pouvoir. Cela crée un profil de comportement spécifique, plus utilitariste, plus orienté vers les résultats, et souvent, moins ouvert à la remise en question. Car remettre en question peut signifier s'écarter du chemin attendu, et cela peut avoir un coût. Cette logique influence également la manière dont les enseignants agissent. Dans un système hautement compétitif, les évaluations deviennent centrales. Et les étudiants réagissent directement à ces évaluations. Les mauvaises notes génèrent des réclamations. Les pressions institutionnelles augmentent. Et, progressivement, l'espace pour un enseignement exigeant diminue. Car exiger implique un risque. Et le risque n'est pas bienvenu dans un environnement où tout est mesuré. Face à tout cela, une hypothèse pertinente émerge. La méritocratie, au lieu de promouvoir l'égalité, peut renforcer les inégalités. Pas seulement économiques, mais aussi cognitives. Au lieu de former des individus plus autonomes et critiques, le système peut produire des profils hautement adaptés. Et en même temps, limités. Limités par la structure même qui les récompense. Ce n'est pas une conclusion définitive. Mais c'est une lecture possible. Et peut-être nécessaire. Car comprendre le fonctionnement du système est la première étape pour le remettre en question. Et, éventuellement, le transformer. Il existe une idée qui est rarement remise en question. Celle selon laquelle les personnes les plus réussies sont aussi les plus préparées. Mais si cette relation n'était pas aussi directe qu'elle semble l'être, et si le succès dans ce système dépendait de facteurs qui vont au-delà de la compétence. En observant des profils très réussis, un schéma curieux apparaît. Beaucoup d'entre eux portent des histoires de traumatisme, des expériences intenses,
des situations extrêmes. Non pas comme exception, mais comme récurrence. Une interprétation possible est que ces expériences agissent comme un carburant. Elles transforment la douleur en impulsion, la pression en productivité. Et, dans certains cas, la fragilité en performance extrême. Mais cela soulève une question délicate. Ce type de succès est-il durable? Ou a-t-il un coût invisible? Un exemple illustratif aide à comprendre cette dynamique. Johnny Kim, ancien membre des forces spéciales, médecin diplômé de Harvard et astronaute de la NASA. Un profil qui représente presque parfaitement l'idéal d'excellence du système. Mais derrière cette trajectoire se cache une histoire marquée par la violence familiale, un traumatisme profond et un processus de reconstruction personnelle. Cela n'invalide pas ses réalisations, mais suggère que, bien souvent, une performance extraordinaire ne provient pas uniquement du talent ou de la discipline. Elle peut être le résultat d'une adaptation à des circonstances extrêmes. Et cela change la manière dont nous interprétons le concept de mérite. Un autre point pertinent est la cohérence idéologique de ces figures publiques. De nombreux dirigeants contemporains présentent des changements significatifs de position au fil du temps. J.D. Vance, par exemple, critiquait fortement Donald Trump au d'apartheid. Par la suite, il a commencé à le soutenir. Ce changement peut être interprété de différentes manières. Stratégie politique, adaptation au contexte, ou absence de conviction profonde. Cette dernière hypothèse est controversée, mais elle soulève une réflexion importante. Dans quelle mesure le système encourage-t-il l'authenticité? Et dans quelle mesure récompense-t-il l'adaptation? Si l'objectif principal est de réussir au sein d'une structure spécifique, il est logique que les individus ajustent leur discours pour s'aligner sur ce qui est attendu. Cela ne signifie pas nécessairement un manque de caractère, mais cela indique un environnement où la cohérence peut être secondaire par rapport à l'efficacité. Et cela renforce l'idée que le système ne se contente pas de sélectionner des talents. Il façonne des comportements. Au fil du temps, ces schémas commencent à produire des conséquences collectives. L'une d'elles est l'augmentation des inégalités. Une autre est la fragmentation sociale. Des divisions politiques plus intenses. Des conflits idéologiques plus fréquents. Et un sentiment croissant de déconnexion entre différents groupes de la société. Cette fragmentation n'apparaît pas spontanément. Elle peut être le résultat d'un système qui concentre le pouvoir et les ressources entre les mains d'une très petite partie de la population, et qui, en le faisant, crée des distances difficiles à franchir. En outre, il existe un effet moins visible, mais tout aussi important. La transformation du concept de succès. Avant la consolidation de la méritocratie moderne, le succès était associé à des valeurs comme la curiosité, l'ouverture et la capacité d'apprendre de ses erreurs. Échouer n'était pas un problème. C'était une partie du processus. Un mécanisme d'apprentissage. Aujourd'hui, cette logique a été inversée. L'échec est devenu quelque chose à éviter, car il impacte les métriques, les notes, les indicateurs, et par conséquent les opportunités. Cela crée un environnement où se tromper cesse d'être acceptable. Et sans erreur, il n'y a pas d'expérimentation. Sans expérimentation, il n'y a pas de véritable innovation. Un autre élément fondamental est le temps. Le temps de penser, de réfléchir, de simplement exister sans objectif immédiat. Ce temps disparaît. La routine moderne, en particulier dans des environnements hautement compétitifs, est structurée à l'extrême. Chaque activité a un objectif. Chaque action a une finalité. Et cela réduit drastiquement la possibilité d'introspection. Sans introspection, l'individu perd la capacité de se comprendre. Et sans cette compréhension, l'apprentissage devient superficiel, réactif, conditionné. Cet ensemble de facteurs contribue à un scénario paradoxal. Des personnes hautement qualifiées, avec accès à des ressources, avec des trajectoires impressionnantes, mais, dans de nombreux cas, déconnectées d'un sens plus profond. Et cela peut expliquer pourquoi, malgré l'augmentation des opportunités, les niveaux d'anxiété et de dépression continuent d'augmenter. Surtout chez les jeunes. La pression constante pour performer, l'absence d'espace pour l'erreur, et la nécessité de validation continue. Tout cela crée un environnement psychologiquement exigeant, et dans certains cas, insoutenable. Face à ce tableau, une conclusion provocante émerge. La méritocratie en tant que système peut produire des résultats efficaces, mais pas nécessairement sains. Elle organise,
Elle sélectionne. Elle récompense. Mais elle limite aussi. Elle met sous pression. Et, à certains égards, elle déforme. Ce n'est pas un rejet total du modèle, mais une analyse de ses conséquences. Et peut-être que le point central n'est pas d'abandonner le système, mais de le comprendre, d'identifier ses failles, et de reconnaître ses limites. Car c'est seulement ainsi qu'il est possible de chercher des alternatives, même partielles, même imparfaites. Si le système ne peut pas être facilement changé, alors la question change de direction. Que peut faire un individu en son sein ? Ce n'est pas une question simple, car reconnaître les limites d'une structure ne signifie pas en sortir. Mais peut-être signifie-t-il interagir avec elle différemment. Une réponse possible commence par un changement de perspective. Le succès, tel que défini par la méritocratie, est profondément lié à la reconnaissance externe. Note, titre, institution, statut. Mais il existe une autre manière de définir le succès. Une manière moins visible, et peut-être plus difficile à mesurer. Le développement intérieur. La capacité d'apprendre en continu. De s'adapter. De réfléchir. De construire du sens à partir de sa propre expérience. Avant la consolidation de ce modèle actuel, il existait une compréhension plus organique de l'apprentissage. Être ouvert d'esprit était essentiel. Reconnaître que l'on ne sait pas tout. Poser des questions. Écouter. Observer. Ce type d'attitude créait un espace pour une croissance réelle. Et, dans ce processus, l'échec jouait un rôle central. Il n'était pas évité. Il était utilisé. Comme un outil. Comme un signal. Comme un point de départ pour la réflexion. Et cette réflexion conduisait à quelque chose de fondamental. La résilience. La capacité de continuer. De s'ajuster. D'évoluer. Ce cycle, erreur, réflexion, adaptation, constituait dans de nombreux contextes la base du développement personnel. Mais ce cycle a été affaibli, car le système actuel ne récompense pas ce type de processus. Il récompense des résultats immédiats, une performance mesurable, des indicateurs objectifs, et cela crée un conflit entre apprendre réellement et paraître compétent. Lorsque l'apparence de compétence devient plus importante que l'apprentissage réel, quelque chose se perd. La curiosité diminue. Le risque est évité. L'exploration est remplacée par une répétition efficace. Et, avec le temps, l'individu devient hautement fonctionnel. Mais moins créatif. Moins questionneur. Moins libre. Un autre effet important est la transformation de l'identité. Lorsqu'une personne passe par des institutions très prestigieuses, il existe une tendance naturelle à associer sa valeur personnelle à cette expérience. Ok, j'ai étudié à Harvard. Yo. Ok, j'ai étudié à Yale. Yo. Ces phrases ont du poids. Et, dans de nombreux cas, elles génèrent un sentiment de supériorité, même implicite. Mais cette association peut avoir un effet secondaire. Elle réduit la disposition à apprendre. Car si vous pensez être déjà arrivé au sommet, pourquoi continuer à questionner ? En outre, une logique utilitariste émerge. Le savoir est évalué non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il permet. Si quelque chose ne contribue pas directement au succès, cela perd de la valeur. Cela limite le champ d'intérêt, réduit la diversité des expériences et appauvrit le processus d'apprentissage. Un autre point critique est la relation au temps. Dans un système orienté vers la performance, chaque minute doit être productive. Mais l'apprentissage profond ne se produit pas uniquement dans des moments productifs. Il se produit aussi dans l'oisiveté, dans la pause, dans la contemplation, dans l'absence d'objectifs immédiats. Lorsque cet espace disparaît, quelque chose d'essentiel disparaît aussi. La capacité de penser de manière indépendante. Face à cela, une alternative commence à se dessiner. Non pas comme une solution définitive, mais comme une stratégie possible. Apprendre en dehors du système. Ou, au moins, au-delà de celui-ci. Cela ne signifie pas rejeter complètement les institutions formelles, mais ne pas dépendre exclusivement d'elles. Et chercher le savoir de manière active, autonome, curieuse, déconnectée des métriques immédiates. Ce type d'approche exige de la discipline, mais aussi du courage, car il implique d'accepter l'échec,
d'accepter l'incertitude. Et souvent, de suivre des chemins qui ne sont pas reconnus par le système. Mais il peut offrir quelque chose que le système ne fournit pas facilement. L'authenticité. Un autre aspect important est la redéfinition du succès. Si le succès cesse d'être uniquement du statut et commence à inclure la croissance personnelle, l'apprentissage continu et la cohérence interne, alors les choix changent également. Le focus cesse d'être uniquement Euge arrivé yo et devient Euge, comment arriver yo. Et, peut-être plus important encore, Oera, pourquoi arriver yo. Ce changement n'élimine pas les pressions externes, mais il modifie la manière dont elles sont interprétées. Et cela peut réduire l'impact psychologique du système, car la valeur personnelle cesse de dépendre exclusivement de la validation externe. Cependant, cette approche a aussi des limites. Elle ne résout pas les inégalités structurelles. Elle ne modifie pas la concentration du pouvoir. Et elle n'élimine pas les barrières institutionnelles. Mais elle offre quelque chose qui est à la portée de l'individu. La conscience. Et, à partir de là, le choix. Peut-être est-ce là le point central. Il ne s'agit pas seulement de critiquer la méritocratie, mais de comprendre comment elle fonctionne, comment elle influence les décisions, et comment elle façonne les attentes. Car en comprenant ces dynamiques, il devient possible de naviguer à travers elles avec plus de clarté, et dans certains cas, avec plus de liberté. La question reste donc ouverte. Si le système ne change pas facilement, et si ses conséquences sont déjà visibles, quel est le rôle de celui qui y participe? Accepter, s'adapter, ou transformer? Peut-être qu'il n'existe pas de réponse unique, mais la réflexion en elle-même est déjà un point de départ. Le passé ne disparaît pas. Il reste gravé dans des monuments anciens, dans des textes oubliés, et dans des récits qui ont traversé les siècles. Chaque découverte révèle une nouvelle énigme, et chaque énigme nous rapproche de la vérité. Vous regardez History Secret. Abonnez-vous et continuez à enquêter sur les secrets cachés de l'histoire. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.